Il y a des termes qu'on n'emploie qu'avec précaution sur les ondes, et notamment celui de génocide, qui, en droit international, répond à une définition très précise. C'est assez simple, hein, il n'y a pas 36 génocides dans l'histoire, Dieu merci. En tout cas, depuis qu'on peut considérer de près ces questions, parce qu'il est évident que si l'on remontait à certains siècles, notamment de la haute antiquité, des génocides, on en trouverait un certain nombre. Pour parler de l'époque contemporaine, il y a évidemment le génocide arménien en 1915, celui des Juifs, j'allais dire encore plus évidemment, puisque c'est celui dont on parle le plus souvent, dans les années 1940, et puis sous certaines réserves, celui perpétré par les Khmers rouges au Cambodge, et donc ce génocide rwandais, reconnu officiellement par la communauté internationale. Ce génocide rwandais qui aura somme toute été le plus bref de l'histoire, puisqu'en à peine 3 mois, entre le 7 avril 1994 et la fin du mois de juin, l'ONU estime que plus de 800 000 Rwandais, c'est vraiment, on est dans la fourchette basse, plus de 800 000 Rwandais, en majorité Tutsis, ont été assassinés. Pardon, je vous ai dit que j'allais être un peu lourd peut-être aujourd'hui, mais il y a des chiffres qu'on ne peut pas simplement citer, se contenter d'annoncer comme s'il s'agissait simplement d'une nouvelle. Essayez de vous figurer ce que représente une telle masse de population. On cite depuis quelques jours ce rapport terrifiant de près d'1 million de morts en 100 jours. Alors, comment est-ce que cette barbarie, comment est-ce que ces choses atroces ont pu se produire en plein cœur de notre époque, à peine un demi-siècle après l'Holocauste? Je ne suis pas sûr que nous allons pouvoir répondre à une telle question cet après-midi, mais c'est déjà bien de pouvoir la poser, cette question. Il faut peut-être d'abord commencer par situer les choses, parce que ça aussi, on nous dit le Rwanda. Il faut savoir ce que c'est que ce Rwanda. D'abord, c'est un pays relativement petit à l'échelle de l'Afrique. Un pays complètement enclavé, évidemment, puisqu'on est en plein cœur du continent. C'est presque le nombril de l'Afrique, en quelque sorte, le Rwanda. Un pays entouré de très grands et puissants voisins, surtout à l'ouest, le Congo, bien entendu. Au nord, l'Ouganda, la Tanzanie à l'est, et puis le petit Burundi au sud. On est à l'ouest du lac Victoria, pour essayer de vous donner un repère. Or, et ça c'est important, on est dans un pays qui est peuplé depuis la préhistoire. Vous allez me dire, dans cette partie déjà presque orientale de l'Afrique, ça n'a rien de si extraordinaire, mais un pays dont la civilisation remonte loin, avec un État constitué dès le XIVe siècle. Ça, c'est très important parce que ça va jouer un rôle sur la façon dont on va coloniser cet État et surtout sur le regard que le colonisateur va porter sur lui. La ressource principale, je ne vous surprendrai guère sans doute en vous disant que c'est l'agriculture, mais agriculture à la fois culture et élevage. Avant la colonisation, le pays est divisé en districts avec, à la tête de chacun de ces districts, 2 chefs. Un qui gère le bétail d'une certaine manière et les éleveurs, qu'on appelle le Tutsi avec un T majuscule, et l'autre qui gère lui les terres et l'agriculture, enfin la culture des terres, qu'on appelle le Hutu. Ça c'est très important, cette distinction entre Tutsi et Hutu, elle a au départ une dimension fonctionnelle. Les premiers, les Tutsis, sont donc des éleveurs et les seconds, les Hutus, sont des cultivateurs. Et vous commencez déjà à entrevoir ce qui va se produire. Vous vous doutez bien qu'évidemment, il y aura beaucoup moins d'éleveurs qu'il n'y a de cultivateurs et que ces éleveurs, par la nature même de ce qu'on leur demande, vont se cultiver différemment. Ça va être très important parce que, encore une fois, ce sont les Européens qui, sur ces populations-là, vont porter un regard qui est un jugement de valeur. À la toute fin du 19e siècle, ce sont les Allemands qui, qui découvrent le Rwanda, c'est un euphémisme. La conquête est d'ailleurs pacifique et un traité de protectorat est mis en place en 1898. N'oubliez pas qu'on est dans cette période où le Kaiser Guillaume II essaie de constituer un empire colonial, mais il arrive bien longtemps après les 2 grands colonisateurs qu'auront été le Royaume-Uni et la France, bien entendu. La Première Guerre mondiale arrive là-dessus, l'attaque des Belges oblige les Allemands à se retirer de la région en 1916, et après la signature des traités de paix, donc à l'issue de la Première Guerre mondiale, le Rwanda-Urundi est placé sous mandat belge par la Société des Nations, donc en 1924. Il est rattaché au Congo belge. Et que font les Belges? Ils vont maintenir la monarchie traditionnelle installée donc depuis le XIVe siècle au Rwanda.
une monarchie très respectée, très importante, quasi théocratique, à la tête de laquelle se trouve la dynastie des Mwami. Alors les Mwami, c'est les rois, hein, si vous préférez, qui s'appellent les Banyiginya et qui régnera jusqu'à l'indépendance, jusqu'en 1960. Seulement, en 1931, le Mwami Musinga est déposé, il est remplacé par son fils qui lui a été baptisé dans la religion catholique. Et ça nous amène à la dimension religieuse qui évidemment joue là aussi un rôle. On aura l'occasion de reparler de tout ça tout à l'heure dans un instant avec Nicolas Poincaré. La même année, donc en 1931, l'administration décide de mentionner l'appartenance ethnique de tous les citoyens. Donc il y a 3 grandes ethnies sur place, les Hutus en très grande majorité, les Tutsis en minorité, et puis alors en très très faible minorité, les Twa, qui sont les pygmées, si vous voulez. Sur leur papier d'identité, désormais, les habitants du Rwanda sauront s'ils sont Hutus, Tutsis ou Twa. Alors ils le savaient évidemment, mais ça devient une sorte de référence et d'appartenance identitaire d'une certaine manière. Plus tard, beaucoup plus tard, les papiers de chacun serviront, vous imaginez pendant le génocide, c'est extraordinaire, il est écrit noir sur blanc que vous êtes Hutu, que vous êtes Tutsi. L'Église va convertir à tour de bras dans les années encore longtemps, dans les années 30-40, mais même après la guerre, dans les années 50, ça continue. Et ce qui est intéressant, et je voyais ça justement hier soir dans le documentaire, parce que j'ai regardé moi en avant-première, privilège, j'ai regardé ce documentaire qui sera diffusé demain soir sur Arte, et je voyais à quel point les colonisateurs dans les années 1950, disons après la guerre, portaient sur les Tutsis une sorte de regard fasciné, parce qu'ils sont fascinants ces Tutsis, il faut le dire. Ce sont des éleveurs certes, mais ce sont surtout des guerriers qui font des parades absolument magnifiques, qui nous font penser aux anciens corybantes de notre antiquité grecque, qui sont de splendides guerriers qui ont cette espèce de... La plupart font 2 mètres, voire plus de 2 mètres, vous voyez. Et puis alors, ils ont ces coiffures très étranges qui leur donnent un aspect singulier, si vous me permettez, toute proportion gardée. Ça fait un peu penser à ce que pouvaient être les ballets russes chez nous au début du XXe siècle. Vous voyez donc, quelque chose qui fascine tout simplement les colons, notamment les Belges, et notamment aussi tous les prêtres catholiques. Et on va avoir tendance à survaloriser ces Tutsis, il faut bien le dire. Les tensions commencent à ce moment-là entre Hutus et Tutsis. En 1957 est publié le manifeste des Bahutus, c'est le pluriel de Hutu en langue kinyarwandaise. Ce manifeste qui va désigner le monopole politique qui va dénoncer le monopole politique des Tutsis. Là, ça commence à aller mal pour eux, si je puis dire, et on commence à avoir de la part des Hutus une espèce de prise de conscience de ce qu'ils considèrent eux comme une domination Tutsi. C'est le début de ce qui va dégénérer dans les proportions que vous avez maintenant comprises. Alors, pour l'instant, on est encore au moment où tout bascule dans l'ensemble du continent africain. C'est ces années 58, 59, 60, 61. C'est l'indépendance de la plupart des États d'Afrique. Et en 59, on voit bouillonner un véritable mouvement pour l'émancipation des Hutus, des Bahutus, comme on dit, si on devait parler tout à fait... on permettrait de dire des Hutus, ce sera plus simple. Le 1er novembre 1959, jour de la Toussaint, une révolte des Hutus ensanglante le pays et va entraîner le départ en exil déjà de milliers de Tutsis qui s'en vont essentiellement vers l'ouest, au Congo-Kinshasa, mais aussi au Burundi, et puis surtout au nord, en Ouganda, et là, c'est le début des problèmes. Au moment de l'indépendance, un véritable renversement d'alliance s'opère, puisque les colonisateurs se disent qu'il est peut-être plus malin de s'appuyer sur l'immense majorité de la population, donc sur les Hutus, sans oublier qu'on est dans une période où l'on parle de l'émancipation des peuples, etc., et que les Hutus sont un peu considérés, si vous voulez, comme les laissés pour compte de cette histoire rwandaise. Ils sont ceux dont on a envie de s'occuper et qu'on a plus ou moins envie de défendre, vu d'un point de vue occidental. Je ne peux pas m'empêcher de songer aux sanglots de l'homme blanc quand on parle de toute cette histoire, parce qu'on est en plein dans cette histoire, mais on en dira un mot plus tôt tout à l'heure si vous le voulez bien. La Belgique, en tout cas, va donc donner le pouvoir, si je puis dire, aux Hutus, et ces derniers triomphent aux élections communales de juillet 60. La République est proclamée en janvier de l'année suivante. C'est un Hutu du centre qui a été élu président de la République, et l'indépendance est donc déclarée en juillet 62. Dès 63, un premier massacre a lieu, ça va pas tarder. Entre 8 et 12 000 Tutsis sont assassinés en décembre 1963, et l'anti-tutsisme devient une véritable
constante de la politique du président de l'époque qui s'appelait Kayibanda. En 1973, vous voyez les grands points d'inflexion, hein. D'abord 59, ensuite 73. Le président rwandais tente à ce moment-là de réactiver l'unité politique du pays contre la menace Tutsi. Hein. C'est facile, vous savez, quand vous avez l'impression que le pouvoir vous échappe, eh bien vous désignez des boucs émissaires. Tous les gouvernants ont fait ça depuis la nuit des temps. Sauf que là, en juillet 73, tout va mal pour Kayibanda, qui est renversé par le président, enfin celui qui va devenir le président, Juvenal Habyarimana. Alors Habyarimana, c'est ce personnage hyper charismatique. Alors là, on va avoir l'occasion d'en parler avec Nicolas, bien entendu. Il instaure le parti unique. Entre parenthèses, un parti unique, c'est assez pratique, puisque tous les Rwandais, lorsqu'ils naissent, sont déclarés membres à leur naissance du MRND. Hein, c'est assez pratique. On instaure par ailleurs un système de quotas qui est calqué sur le modèle belge. Il ne faut pas oublier que c'est intéressant aussi. Ce colonisateur belge qui lui-même, dans son propre pays d'origine, dans sa métropole, est obligé de gérer deux communautés, wallonne et flamande, hein, avec deux langues, etc. Bien, de la même façon, on instaure des quotas au Rwanda. L'accès aux écoles et aux postes administratifs se fera en fonction de la répartition de la population. Donc, 9% pour les Tutsis, 1% pour les Twa, hein, les Pygmées si vous voulez, et puis évidemment 90% pour les Hutus. Inutile de vous dire que les Tutsis l'ont mauvaise, si vous me passez l'expression, eux qui en plus ont été élevés dans cette idée de supériorité, de domination, de peuple guerrier, etc. Les voilà qui, pour une partie non négligeable d'entre eux, se retrouvent maintenant exilés en Ouganda, réfugiés littéralement. Et ces émigrés Rwanda, qu'on va appeler les Banyarwandas, qui ne sont pas tous des Tutsis, mais qui le sont en immense majorité, vont se regrouper au sein d'une organisation de soutien aux réfugiés qui elle-même, alors un petit peu plus tard, en 1987, va donner naissance au fameux Front patriotique rwandais. Ça y est, nous y voilà, ce FPR qui, soutenu par l'Ouganda qui sera la base arrière de ce FPR, va pénétrer en force au Rwanda à partir du 1er octobre 1990. Alors je dis en force, quand vous voyez les images, et depuis 2 ou 3 jours, la télévision n'hésite pas à les diffuser un peu en boucle, quand vous voyez l'entrée des soldats du FPR, des partisans du FPR dans le nord du Rwanda en octobre 90, vous vous rendez compte qu'ils sont plutôt accueillis. C'est une situation assez ambiguë, bien entendu. On sent à ce moment-là que la guerre civile est en train de se préparer, bien entendu. Une nouvelle constitution est adoptée en juin 91 sous pression de la France, qui est là, qui surveille, si je puis dire. Constitution reconnaissant le multipartisme et créant un poste de Premier ministre. Les partis d'opposition l'emportent aux législatives de 92. À ce moment-là, Habyarimana accepte de prendre pour Premier ministre un Hutu modéré, qui est le président du MDR. Et en juin 92, toujours sous cette pression internationale qui se fait de plus en plus forte, des négociations commencent pour rétablir la paix et pour organiser le partage du pouvoir entre le MRND d'une part, hein, le parti au pouvoir de ce président Habyarimana, et puis de l'autre côté, ces gens du FPR qui descendent du nord et qui sont essentiellement des Tutsis. Les accords d'Arusha seront signés le 4 août 1993, mais ils vont rester sans effet, malgré la présence des contingents de la mission des Nations Unies d'assistance au Rwanda, hein, ce qu'on appelle la MINUAR. La même année, l'administration décide d'avancer en quelque sorte dans ce multipartisme, mais on peut dire que la guerre civile est déjà lancée d'une certaine manière. En 1992, les Hutus les plus extrémistes s'étaient déjà réunis avec les milices Interahamwe, ceux qui tuent ensemble, ça veut dire, hein, qui est donc le bras armé du parti présidentiel, le MRND, et ils se sont réunis dans un mouvement qu'on appelle le CDR, c'est la CDR, c'est la Coalition pour la défense de la République. Vous voyez maintenant que CDR contre FPR, ça y est, tout le monde est prêt à se massacrer. Le massacre, il va avoir lieu surtout dans un sens et dans des proportions que personne n'aurait évidemment pu imaginer. Alors, dès 93, vous l'avez bien compris, les membres de cette CDR, cette Coalition pour la défense de la République, joli mot pour désigner en fait des milices Hutus, bien entendu, vont se livrer à une véritable propagande de fond, propagande massive, pour faire du Tutsi l'ennemi mortel, qu'il a d'ailleurs été toujours plus ou moins considéré, mais
qu'il a toujours été, mais qui, en l'occurrence, va devenir la cible. Et il y a deux grands organes qui vont servir à cette propagande. C'est le journal Kangourou, bien sûr, et puis cette radio des 1000 collines sur laquelle nous allons revenir, bien entendu. Et il faut toujours, vous savez, quand on est près de la guerre civile, quand tout est là, quand tout est en place, on n'attend plus, bien sûr, que la petite étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Et là, elle arrive le 6 avril 1994, lorsque l'avion qui transporte le président Juvénal Habyarimana, et son homologue burundais d'ailleurs, est abattu au moment de son atterrissage à Kigali. Entre parenthèses, grande question, grand mystère historique, que cet attentat, qui a tué le président Habyarimana, c'est très difficile de le dire. On va y revenir aussi, parce qu'en ce moment même, des enquêtes sont toujours en cours sur ce sujet. C'est le caractère délicat de ces sujets d'histoire immédiate, c'est qu'une part est encore... l'histoire continue de se faire, bien entendu. Alors cet attentat va mettre, je vous l'ai dit, le feu aux poudres, dans ce contexte extrêmement de tension extrêmement vive. Dès le 6 avril au soir, des tueries éclatent simultanément dans la capitale, le sud, l'est, même le nord du pays. Des opposants Hutus et des milliers de Tutsis sont immédiatement massacrés. Quand je dis les opposants Hutus, ils sont une infime minorité. C'est essentiellement, bien sûr, des Tutsis. Et dès le 7 avril au matin, c'est la première ministre, le premier ministre féminin, si je puis dire, qui est assassiné. Un gouvernement intérimaire est constitué en quelques jours sous la houlette d'un colonel qui se révèle en fait être l'homme fort du régime après la disparition de ce président Habyarimana. Et le 8 avril 1994, attention, c'est important, la France par l'opération Amaryllis, puis la Belgique avec l'opération Silverback, et puis l'Italie aussi, vont évacuer leurs ressortissants et ceux d'autres pays occidentaux. Et ce sont ces images que je revoyais là aussi hier soir, qui sont tellement dures, de ces soldats français, blancs, si je puis dire, qui font le tri tout simple entre les Européens blancs, qu'on fait monter à bord des camions, des camionnettes, etc. Et puis les autres, ceux qui sont noirs et qui sont des Tutsis, qui savent qu'ils vont être assassinés là, dans les heures qui suivent, mais qu'on repousse, qu'on écarte pour essayer de partir et pour évacuer les Occidentaux. Et bien sûr, toutes ces images, elles ont été montrées à l'époque, mais elles ne l'ont pas été tant que ça. Il y avait peu de reporters sur place. Il y en avait un à l'époque pour Radio France. Il est aujourd'hui Europe 1. Il est dans ce studio. C'est Nicolas Poincaré, auquel je vais désormais passer la parole.